Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition du soir. Voici les titres. La politique énergétique à l'ordre du jour. Réunion au sommet ce matin sur les projets structurants initiés par le président Macky Sall. Le chef de l'État et ses collaborateurs ont fait le point sur la réalisation de plusieurs centrales. Et puis le président Macky Sall sur le site de l'ancienne gare routière Paupier. Le chef de l'État lance demain la cité de l'émergence, 17 tours pour 21 milliards et 600 logements. Nous parlerons également des objectifs du millénaire pour le développement ce soir. Nous évoquons la question de l'assainissement à Dakar, mais également à Saint-Louis. Le dossier du jour, jeux téléchargeables, les adeptes se bousculent sur Internet, un phénomène que nous décortique Aïssatou Diop-Tal. Bonsoir, bienvenue à tous. Énergie, le chef de l'État fait le point. Le président Macky Sall a convoqué ce matin une rencontre autour de projets structurants tels que la centrale à charbon de 125 MW à Sendou, la centrale à diesel de Taïba-Ndiaye pour 70 MW plutôt et 300 MW à Mboro. Nous faisons le point avec Pape Biram Bigadiaï. C'est le chef de l'État qui préside lui-même cette réunion sur l'énergie. Il s'agit pour le président de la République de recueillir les premiers résultats de sa politique énergétique mise en route au soir du 25 mars 2012 et de faire le point sur l'état d'avancement des projets de production énergétique. Plus concrètement, le Sénégal est passé de 950 heures de délestage durant la période 2011-2012 à seulement 25 heures de délestage en 2014. Notre pays vient alors de loin, très loin. Mais pour le chef de l'État, l'approvisionnement en électricité doit être amélioré pour garantir aux ménages une fourniture correcte en énergie. Une réelle volonté politique clairement affichée, traduite également à travers la subvention allouée à la Sénélec depuis 2012 pour éviter la hausse du prix de l'électricité. La comparaison qui a été donnée par le chef de l'État est une comparaison qui permet de montrer déjà les efforts qui ont été fournis par l'État. À titre de comparaison, l'ensemble des subventions reçues par la Sénélec durant ces 3 dernières années est égal au budget du ministère de la Santé, donc environ 300 milliards de francs CFA entre 2011 et 2013. Et on envisage d'injecter plus de 80 milliards de francs CFA en termes de subventions. Il faut que l'énergie soit disponible en toutes circonstances. Ces mots du chef de l'État sonnent comme un défi qui est en passe d'être relevé, grâce notamment à la mise en œuvre de plusieurs projets pour l'acquisition de nouvelles capacités de production énergétique. La centrale au charbon de 125 MW à Sendou, que j'ai vu à visiter hier de façon impromptue, connaît le début de son chantier depuis le 7 novembre 2013. Pour la centrale diesel de 70 MW à Taïba-Ndiaye, les accords de prêt et une partie des accords de garantie ont été signés à Washington le 5 août passé. La remise à niveau de la centrale GTI pour 51 MW, le contrat a été signé le 4 août à Washington et une réunion a démarré aujourd'hui pour discuter des conditions de mise en vigueur du contrat, l'importation d'électricité à partir de la Mauritanie. Le contrat pour l'achat d'électricité pendant le fonctionnement au feu a été finalisé et la signature est prévue pour cette semaine. La centrale de Africa Energy de 300 MW à Mboro, les 100 premiers mégawatts devraient être disponibles au bout de 30 mois. Des avancées significatives pour l'amélioration de la qualité du service et du système de distribution énergétique. Un pragmatisme qui rejoint le processus de restructuration de la Sénélec et d'électrification rurale, avec un objectif de raccordement de 6400 ménages cette année. Des recommandations fortes issues de cette réunion permettront au Sénégal de faire un bond qualitatif dans la distribution d'électricité. Les prévisions d'ici 2017 font état d'une capacité de production qui va tripler. Aujourd'hui, cette revue a permis quand même de constater que plus de 200 MW de production disponibles ont été injectés dans le circuit en 2 ans. Il faut espérer qu'effectivement, si ces projets Sendou,
Tauben, Africa Energy, etc. sont concrétisés, à l'horizon 2017, le Sénégal va connaître une explosion de sa capacité de production. Il faut donc espérer que cette explosion soit l'occasion aussi de moduler la politique un peu de consommation d'énergie, mais aussi ça sera l'occasion peut-être de permettre au monde rural de bénéficier de programmes de lignes d'électrification, donc de transport d'énergie. En faisant un focus sur Sénélec et l'électrification rurale, le chef de l'État a voulu cibler les avancées et contraintes du système de distribution énergétique. Un secteur de l'énergie en pleine mutation, avec de nouvelles capacités de production, à travers des projets structurants en cours, pour faire de la maîtrise de l'énergie une réalité dans notre pays, dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le khalife général des Mourides a dépêché son bras droit auprès du chef de l'État, Serigne Cheikh Ndiaye, et porteur de messages et de cadeaux offerts au président Macky Sall par le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, un acte symbolique qui intervient avant la fête de la Tabaski par Birame Ndiaye. Lui, c'est l'homme de confiance, le bras droit du khalife général des Mourides. Serigne Cheikh Ndiaye est dépêché par Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké lui-même pour venir remettre au chef de l'État en son nom ses nombreux présents. Des cadeaux en signe de reconnaissance, d'affection et de profonde estime. Après les deux rencontres en si peu de temps entre le chef de l'État et le khalife général des Mourides, ce geste traduit encore une fois la proximité entre le président de la République et le guide spirituel de la communauté mouride. Entre boubous de grande valeur et parfums de prestige, les présents offerts au président de la République par le khalife général des Mourides marquent toute l'attention que Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké accorde à la relation privilégiée qui se renforce avec le chef de l'État. Plus qu'un fervent disciple, il s'agit d'un fils qui reçoit les grâces de son guide spirituel. Le président de la République a remercié le khalife général des Mourides pour cet acte de haute portée symbolique, tout en réitérant son engagement à toujours œuvrer pour le rayonnement de nos cités religieuses, notamment Touba, qui reçoit chaque année des millions de disciples en provenance des 4 coins du monde. Serigne Cheikh Ndiaye, bras droit du khalife général des Mourides, a transmis au chef de l'État toute la gratitude de Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour toutes les actions de grande envergure entamées sur le sol de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, notamment l'achèvement des chantiers de Touba en cours et le démarrage imminent de l'autoroute Diamniadio-Thiès-Touba. Le chef de l'État qui lance demain les travaux de construction de la Cité de l'Émergence. 17 tours pour 600 logements sont prévus sur l'ancienne gare routière Pompier, un projet de 21 milliards que nous présente Mamadou Sambambo. Le temps est pluvieux et le site trempé, bien trempé d'ailleurs. Mais ils ont mouillé le maillot, ces jeunes, pour nettoyer les lieux. Aux premières heures de ce lundi, les 95% du site avaient fini de faire peau neuve. Il ne reste plus que quelques poches insalubres à neutraliser. Nous sommes une brigade d'intervention. Ce que nous avons trouvé ici n'est pas beau à voir. Depuis 15 jours, nous menons des opérations de nettoiement. Ce week-end, nous avons renforcé nos effectifs pour offrir au président un cadre idéal de lancement des travaux. Donc, tu sais, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la propriété de cette ville, de faire comme selon le président de la République, Macky Sall, il a dit qu'il veut que le Sénégal engage dans l'émergence. Donc là, il faut que cette population nous accompagne. Donc, il nous accompagne pour la propriété de cette ville. Donc, sans l'accompagnement de la population, le travail que nous voulons faire, on ne peut pas obtenir ça. Ils viennent donc, ces jeunes, accompagner le gouvernement dans la réalisation de la Cité de l'Émergence. Une des réalisations phares prévues dans le plan Sénégal émergent. Il s'agit d'un projet qui s'étend sur une assiette foncière de 2,5 hectares. C'est un projet qui sera constitué de 17 tours, de R+10, de standing moyenne,
C'est un projet aussi qui sera constitué de 648 appartements, des appartements de type F4, F5, c'est-à-dire 4 et 5 pièces. C'est un projet qui mobilisera une enveloppe de 21,1 milliards de francs CFA et qui va générer aussi aux alentours de 1200 emplois directs. Mais l'objectif, c'est d'utiliser le maximum l'expertise locale ici au Sénégal. Pour réaliser cette cité, le gouvernement a misé sur le partenariat public-privé. Et c'est le Marocain Adoa qui est le mieux offrant. Le groupe a trouvé quand même sur place tout un système de suivi et d'accompagnement à travers le BOSS, Bureau opérationnel de suivi. En tant que Sénégalais qui bosse aujourd'hui avec les Marocains, j'étais agréablement surpris quand je suis arrivé ici au Sénégal. Parce que là, j'ai quand même rencontré un bureau opérationnel de suivi du PSE qui ont été quand même très efficaces. Là, ils nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui est procédure administrative et aussi ils nous aident pour tout ce qui est mise en place effectif, la mise en place et le démarrage effectif des travaux. Ils nous ont beaucoup aidés quand même. La cérémonie de lancement est prévue ce mardi. Le chef de l'État est attendu sur les lieux. Macky Sall va donner lui-même le premier coup de pioche de ce chef-d'œuvre qui va valoriser davantage la capitale et donner plus de douceur au cadre de vie. La Cité de l'Émergence constitue le point de départ d'un important programme de construction de logements sociaux au profit des Sénégalais et de la diaspora. L'objectif est de construire 10 à 15 000 logements par an. Quelle est la contribution de la Cité dans l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent? C'est la question que Mamadou Samambo a posée au directeur général du bureau opérationnel de suivi du PSE. Voici la réponse de Ibrahim Awad. Parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent, il y a ce qu'on appelle le programme d'accélération de l'offre d'habitat social. Et c'est justement ce programme qui comporte différents volets qui abrite le programme de réalisation, le projet de réalisation de la Cité de l'Émergence. Donc pour dire que l'érection de cette cité entre en droite ligne de l'objectif de réalisation du programme d'accélération de l'offre de l'habitat social qui est un projet phare du plan Sénégal émergent. Et il s'agira donc de contribuer progressivement à la résorption du déficit d'habitat social dans notre pays. Vous savez que l'ambition, c'est d'atteindre en vitesse de croisière environ 10 000 à 15 000 logements nouveaux par an mis sur le marché. Et avec ça, nous espérons résorber le déficit de 300 000 logements qui, aujourd'hui, compromet un certain nombre de choses dans le développement économique de notre pays. Quelles sont les facilitations qui ont été justement apportées pour permettre aux promoteurs d'aller vite dans la réalisation, mais surtout quel est le mécanisme de suivi des travaux? Notre rôle a été surtout en relation avec le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains, en relation avec le gouverneur de Dakar, en relation avec le préfet et l'ensemble des services du ministère de l'Habitat, d'accompagner le promoteur pour que dans un délai très court, ce projet puisse voir le jour. Parce n'oublions pas une chose, une des vocations fondamentales du BOSS, dans le cadre du PSE, c'est de faire en sorte que les délais de réalisation des projets soient les plus raccourcis possibles. Et je voudrais justement annoncer à ce niveau que nous avons voulu innover. Avec le promoteur, nous avons proposé justement qu'il y ait un système de compte à rebours qui fasse que la durée du projet de réalisation du projet sera affichée pendant toute la durée du projet sur le site. Et tous les citoyens pourront pouvoir voir quel est le temps qui reste à courir depuis la pose de la première pierre par son Excellence Monsieur le Président de la République jusqu'à la date de livraison du chantier. Quel est le délai restant? C'est ça aussi, c'est une innovation, en tout cas au niveau du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Le ministre des Transports terrestres au centre de contrôle technique des véhicules, Eliman Khan, s'est également rendu à la gare des Beaux-Maraîchers. Sur ces deux sites, il a été beaucoup question du respect des normes et conditions de voyage. Fatou Niang. Le centre de contrôle technique des véhicules automobiles, première étape de la visite du ministre en charge des infrastructures et des transports terrestres. Ce centre a une capacité de contrôle de 2000 véhicules par an. Le ministre a exhorté tout le monde à s'impliquer pour une meilleure vulgarisation du centre. Il faut mutualiser la communication, il faut aller vers les gens.
Le gars qui est à Matam ou qui est à Kédougou doit comprendre quel est le rôle d'une visite technique. Quand je parle à ces services, ils me disent qu'ils font la visite technique pendant qu'ils font la communication ou l'information pendant les Magal ou les Gamou, mais ça c'est 2 fois par an. Alors que la communication ne dort pas. Après le centre, cap sur la gare routière des Beaux-Maraîchers. En compagnie de son collègue de l'Intérieur, le ministre s'est enquéri du fonctionnement de la gare. Il faut comprendre qu'on vient d'un système d'abord informel, venant de pompiers, et comme tout déménagement, il faut des réglages. Donc il y a des problèmes de réglage au niveau de cette gare. Et je suis heureux d'être avec le ministre de l'Intérieur, parce que le réglage qui doit se faire au niveau de cette gare est double. Il y a d'abord le côté sécuritaire, c'est pourquoi on a le ministre de l'Intérieur, mais il y a aussi le côté gestionnaire, c'est-à-dire gestion des flux, pour que tous les transporteurs puissent être logés à la gare et puissent partir à l'heure et revenir à l'heure dans la sécurité. Pour ce qui est des bus dits horaires, le ministre est ferme. Je l'ai dit et je le maintiens. Il faut bien qu'il y ait une loi pour tout le monde. Et ce que je veux, c'est que cette loi soit appliquée à tout le monde, que ce soit horaire ou régulier. Inauguré depuis le 11 août dernier, désormais tous les voyageurs, en partance ou à destination de Dakar, devront se rendre à cette gare pour allier leurs différents points de chute. Objectif du millénaire pour le développement, comme tous les jours, nous faisons le point, nous parlons cette fois-ci de l'assainissement sous thème de l'OMD 7 qui présente un bilan prometteur. À Dakar, comme dans les régions, des ouvrages sortent de terre. Ibrahim Andor. Ici, tout s'accélère. Pas de répit, ces machines tournent à plein régime. Nous sommes au centre d'épuration de Cambérène, de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. L'assainissement justement, un sous-secteur pris en charge par l'OMD 7. Cet objectif obéit à 3 indicateurs. Il s'agit du taux de desserte, du taux de traitement et celui relatif à la dépollution. Pour le taux de desserte, on est à 61,7%. Vous voyez donc, il y a un écart à combler d'ici 2015. Et pour cet indicateur, il est clair qu'on ne pourra pas atteindre l'objectif fixé en 2015. Pour le taux de traitement, actuellement, on est à 49,3% pour un objectif de 61% en 2015. Mais pour ce taux, quand même, je tiens à préciser, bien qu'on est un peu loin de la cible, mais ce taux, quand même, on a les financements sont acquis actuellement. Idem pour le taux de dépollution aussi, pour lequel actuellement on est à 36,5% pour une cible de 44% en 2015. À Cambérène, le travail ne se limite pas seulement à la vidange des fosses septiques et au drainage. Les eaux récupérées sont aussitôt soumises à un système de traitement. La station est composée d'un système de relevage par vis d'Archimède secouru par des pompes de relevage et également un système de pré-traitement pour effectuer le dessablage, le dégraissage et ensuite un traitement primaire. Et ensuite les eaux sont envoyées dans des bassins d'aération qui sont composés de 2 fils pour faire le traitement biologique de ces effluents. Sur le terrain, des ouvrages sortent de terre. Illustration avec ces stations de pompage de la route nationale numéro 1. Son coût est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, un projet qui entre dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations. Également assurer le niveau statique des différents points d'eau, notamment les Niayes de Elton et Maris. C'est une station qui a été équipée avec 2 pompes de 2 fois 3600 m3 et qui refoulent directement les eaux pluviales en mer. Un tour dans la banlieue permet de constater d'autres réalisations. Au quartier Médina Gounass, dans le département de Guédiawaye, ce bassin de rétention est d'une grande utilité pour les populations, surtout pendant la saison des pluies. Ce bassin, il a une capacité de stockage de 40 000 m3. Il faut préciser qu'il est contigu à un deuxième bassin, donc qui lui aussi a une capacité de 30 000 m3. Voilà. À quelques jets de pierre d'ici se trouve Talibou Bès, une route devenue praticable grâce aux travaux provisoires de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Vraiment, j'apprécie à 100% le travail parce que vraiment,
tu vois, comme on le dit en Wolof, tu vois, parce que si, comme tu le vois, les automobiles passent, les vélos passent, les autos passent, et même les piétons passent. Parce que vraiment, nous apprécions le travail de la LONASE, on dit Alhamdulillah. Cette volonté de l'État du Sénégal de soulager les populations ne se limite pas seulement à la capitale. À Bambey, tout comme à Touba, les ouvrages sont visibles. Tout le monde connaît les difficultés qu'on a eu à rencontrer. On ne pouvait pas aller ailleurs. On est très heureux de voir ces réalisations. Nous travaillons dans ce quartier, mais pendant l'hivernage, on ferme nos magasins parfois pendant une semaine. Depuis l'année dernière, on ne voit plus les eaux stagnantes. Il y en avait dans les magasins et il y avait énormément de dégâts matériels. Les résultats obtenus dans le cadre de l'OMD7 relatifs à l'assainissement sont encourageants. Mais beaucoup d'efforts restent à faire. Dans toutes les grandes villes du Sénégal, l'assainissement reste une priorité. Car à Saint-Louis, la ville est en proie à une urbanisation galopante. Conséquence, les réseaux d'assainissement existants tenaient difficilement face à une demande sans cesse croissante. Pour freiner, pour justement juguler cette situation, le programme d'urgence 2013, Pape Bounatiao nous en parle. Saint-Louis, ville attrayante, ville à l'urbanisation galopante, et il faut prendre de la hauteur pour en découvrir l'ampleur. Une des conséquences de cette situation, la gestion du cadre de vie qui se complique et qui nécessite la mise en œuvre de nombreux programmes d'assainissement. En cours de finition, le programme d'urgence 2013 inclus dans le plan décennal de lutte contre les inondations et qui a permis la réalisation et la rénovation de nombreux ouvrages destinés à l'évacuation des eaux pluviales, mais aussi à la gestion des eaux usées. Actuellement, on est sur la phase d'exécution du plan annuel 2013 qui se poursuit. Donc, au vu des réalisations que nous avons faites, notamment la réhabilitation pour ce qui concerne Saint-Louis de l'ensemble des stations et des ouvrages d'assainissement eaux usées comme eaux pluviales, et la réalisation d'autres stations, de nouvelles stations eaux pluviales. Donc Saint-Louis est au beau fixe du point de vue réalisation. La ville dispose de pas moins de 12 stations pour l'évacuation des eaux pluviales. De Balakos à Djaouling, en passant par Médina-Course, la hantise des inondations a été levée grâce à un réseau performant, une bouffée d'oxygène pour les populations concernées. Donc, quand vraiment les machines marchent, quand elles fonctionnent très bien, donc c'est un soulagement, c'est un réconfort. Mais il y a quelque temps, quand ces machines-là avaient des problèmes, des dysfonctionnements, vraiment on se lamentait, on était inquiet. Mais Dieu merci, depuis 2 ou 3 ans, vraiment elles fonctionnent très bien. Ce qui fait que vraiment on n'a plus ces soucis-là, on n'a plus ces problèmes-là. Donc pendant les hivernages, vraiment, on a la conscience tranquille. Le bien-être n'a pas de prix, mais il a un coût, 600 millions pour un programme de branchements sociaux pour les eaux usées en Ndiolofène. Avec les branchements sociaux, même si la rue est inondée, avec une motopompe, on peut verser ça dans les égouts. Donc ça règle un problème social. Bon, indépendamment de cela aussi, bon, les maisons aussi, c'est la même chose. On avait des fosses septiques, des puits perdus. Et que quand la fosse est pleine, chacun se débrouille pour vider sa fosse. Donc ça a posé problème. Avec maintenant l'assainissement, je crois que ce problème-là sera réglé. Nombreux sont les efforts entrepris pour l'assainissement de l'environnement des Saint-Louisiens, mais cette volonté des autorités bute sur un tas de comportements dont il faut bien se départir. Le grand problème, c'est nous-mêmes, ce sont les populations, et une fois encore, ce sont les populations riveraines, les populations du voisinage qui créent ces problèmes. J'en appelle aussi à la compréhension ou à la volonté des autorités locales, des autorités municipales, pour qu'on puisse trouver des canevas viables de collecte et de traitement des ordures ménagères. Parce que quand les ordures ménagères ne sont pas bien collectées
ne sont pas bien traités, ils se retrouvent généralement dans notre réseau. Et cela nous pose d'énormes difficultés quant à l'exploitation de ces réseaux. Hormis l'évacuation des eaux pluviales et usées, la commune organise périodiquement des opérations de nettoiement d'envergure afin de rendre à la ville tricentenaire son âme, sa beauté, son charme, une ville où l'environnement est sain. La série de reportages sur les objectifs du millénaire pour le développement se poursuit, à suivre dans nos prochaines éditions. La responsabilité sociétale des entreprises dans l'industrie extractive au menu d'un atelier régional. La rencontre de Dakar implique plusieurs experts et acteurs de cette question centrale pour le développement durable. Fatimata Banyelba. Pour une première édition, les organisateurs de cet atelier sur la responsabilité sociétale dans les industries extractives ont partagé leurs expériences. La RSE est certes un concept nouveau, mais pour la francophonie, il est essentiel de passer rapidement aux actes pour favoriser sa vulgarisation. La promotion du développement durable, dans la gestion rationnelle des ressources naturelles et en particulier la gouvernance, la bonne gouvernance des industries extractives sont des enjeux dans lesquels la francophonie est entièrement impliquée et mobilisée. Cet attachement, cette mobilisation et cette implication ont été clairement exprimés lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie tenu à Québec en 2008. La RSE peut aider les pays riches en ressources minières à améliorer les conditions de vie des populations et réduire la pauvreté. Conscient de cela, le gouvernement du Sénégal a pris ses dispositions. Fort de ces principes, que le gouvernement du Sénégal a posé un certain nombre d'actes dans les secteurs miniers et industriels, démontrant ainsi son engagement à créer les conditions de l'émergence d'un tissu national d'entreprises socialement responsables. En effet, les différents acteurs de l'industrie minière nationale et internationale s'organisent et se mobilisent sur les fondements dont j'ai parlé tantôt et attendent plus d'équité, plus de transparence dans les flux de revenus, plus de liberté et de respect des droits de l'homme, plus de bonne gouvernance environnementale, plus de bonne gestion de ressources naturelles, mais aussi une utilisation plus harmonieuse et optimale des ressources minières sans lesquelles il ne peut y avoir un développement économique et social durable. Cette rencontre de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la préparation du prochain sommet de la francophonie. Il s'agit pour les organisateurs d'inculquer aux sociétés les bonnes pratiques. Dans le sud du Sénégal, les acteurs de la riziculture veulent harmoniser leurs interventions autour de la filière pour atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Un atelier s'est tenu à Sédhiou. La rencontre qui a regroupé les acteurs de la région naturelle de la Casamance a permis de faire un diagnostic de la riziculture de bas-fond. Pour y voir plus clair, suivons ce reportage de Saliou Sek. Des rizières à perte de vue. Nous sommes à Koloban, quartier périphérique de Ziguinchor. Ici, un nombre important de femmes s'activent dans les rizières. Il n'y a pas assez d'eau ici, c'est pourquoi nous procédons au repiquage. Dans les zones où il y a de l'eau, nous n'avons pas besoin de repiquer. Nous sémons directement le riz. Le travail débute d'abord par le labour. Et pour ce faire, les femmes engagent des jeunes. Avec leur kandiadou, ils enfouissent la matière verte dans les biens. C'est un travail très dur. Nous démarrons au début de l'hivernage. Après, nous revenons ici à cette période pour finir le travail. C'est très cher. Nous engageons des jeunes à raison de 1 500 francs par jeune pour une seule journée et pratiquement, ils ne font rien ici. Après cette étape du labour, place au repiquage. Il se fait en enfonçant les racines de la plante dans le sol. Pour plus d'efficacité dans le travail, ces femmes unissent leurs forces pour procéder au repiquage, une activité qui leur permet de bien gérer leur famille. Les Jola ne savent pas vendre le riz. On s'adonne à cette activité rien que pour gérer la dépense quotidienne. La riziculture n'est pas seulement l'affaire des femmes. Des hommes aussi pratiquent cette activité. Denis se convertit en riziculteur le temps des vacances.
la terre ne ment pas. Il y a d'autres. Par exemple, je suis enseignant. Je pouvais dire, comme j'ai un petit salaire là, je vais me mettre à côté, gérer avec ma famille. Mais j'ai vu le bénéfice qui est dans ce travail-là. C'est pourquoi je me suis engagé à fond. Et je n'ai pas regretté. La riziculture, une activité très développée ici en Casamance. Avec un soutien et un bon encadrement, ces femmes devront pouvoir participer à la réussite du programme d'autosuffisance en riz au Sénégal. C'est la nouvelle tendance chez les jeunes, les jeux téléchargeables, tout en univers qui tient son monde en haleine. Certains peuvent passer des heures à chercher un mot, une image. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose de faire le toucher avec ce reportage de Aïssatou Diopta. Jouer n'est plus aujourd'hui une affaire d'enfants uniquement. Avec les nouvelles technologies, tout le monde s'y met. Parmi les jeux préférés sur la toile, il y a Candy Crush et 4 images, un mot. Des jeux tellement prisés que les adeptes ne ratent aucune occasion pour s'y adonner. C'est un jeu très instructif, je trouve, et ça permet de renforcer la culture générale, ça permet également de renforcer le vocabulaire. Parce que moi, personnellement, j'avoue que c'est un jeu que j'aime bien parce que ça me permet de voir un peu où est-ce qu'on est, mon coefficient intellectuel. Pour passer un peu de temps, pour ne pas patienter, pour ne pas rester sur place sans rien faire. Des fois, ça me permet de ne pas être avec mes amis et de rester concentré sur le jeu. Pour certains adeptes, ces jeux sont porteurs de vertus. Ils éloignent des commérages et inclinent à une gymnastique intellectuelle. C'est un jeu qui permet d'éviter la maladie d'Alzheimer parce que ça pousse à la réflexion. On fait de la gymnastique intellectuelle, on fait un peu de remue-ménage. Donc j'avoue que c'est très instructif. Et c'est mieux que de rester là à faire autre chose ou bien à parler de choses qui ne vous intéressent pas du tout. Souvent, vous assistez à des discussions que tellement tu ne peux pas participer. On parle de quelqu'un ou bien on parle sur d'autres choses que tu n'as pas maîtrisées. Raison pour laquelle vous ne parvenez pas à participer sur cette discussion. Souvent, tu préfères prendre ton portable et le mettre dans une autre action. Selon les spécialistes, ce sport intellectuel ne connaît pas de limite d'âge. C'est devenu un boom. Des jeux comme Candy Crush, par exemple, c'est un jeu que les gens n'ont jamais pu penser qu'un jour ça allait exploser. Et pourtant, l'entreprise qui a créé ce jeu-là, au début, avait des difficultés, mais il s'est rendu compte que ce jeu intéressait beaucoup de gens parce que c'est un jeu simple où on dit il faut mettre des couleurs, il faut enlever des couleurs, ça devient simple. Même si la personne n'est pas à l'école, cette personne peut jouer ce jeu-là. Ibra est devenu accro de ces jeux. À ses heures perdues, il reste collé à son téléphone, même au milieu de ses enfants. Je suis mécanicien, mais à chaque fois que je descends, je prends mon téléphone pour jouer. Cela me permet de vider de mon stress. Jouer est devenu une passion chez moi. Si je ne fais rien, je joue au Candy Crush. Je suis tellement accro à ce jeu. Des fois même, il m'arrive d'être déconnecté de mon entourage à cause de Candy Crush. Ces jeux ne sont pas uniquement conçus pour aider les pratiquants à oublier leurs soucis pour renforcer leur culture générale, mais il y a bien derrière un business rentable. À part le marché de la téléphonie, on peut dire même qu'il y a plusieurs milliards de dollars qui sont générés concernant le jeu vidéo. Cause pour laquelle les fabricateurs de jeux ou bien les créateurs de jeux vidéo, pas vidéo, mais de simples jeux, aiment beaucoup ces secteurs puisque ça apporte beaucoup d'argent. Et vu que la connexion maintenant n'est pas aussi compliquée par rapport à la mise en place de ces jeux-là, ça devient vraiment un endroit propice pour développer son business. Candy Crush, 4 images, un mot, autant de jeux téléchargeables sur Internet et qui se sont aujourd'hui taillés une place de choix dans l'espace social et familial. Une concurrence rude donc aux jeux classiques tels que la bolotte et le lido, mais qui, tout compte fait, ont encore de beaux jours devant eux. Sierra Leone, le gouvernement fait un bilan positif des 3 jours de confinement de la population. Les 30 000 agents déployés ont pu visiter 80% des foyers à travers le pays. Plusieurs dizaines de cadavres et de nouveaux cas d'Ebola ont été découverts. La mesure a pris fin hier dimanche. 70 cadavres découverts et 150 nouveaux cas de virus Ebola détectés.
L'opération de confinement général de 3 jours est présentée comme un succès par les autorités sierra-léonaises. La mesure ordonnée par le gouvernement pour stopper la progression de l'épidémie dans le pays a pris fin dimanche. À Freetown, l'heure est à la satisfaction générale. Nous sommes heureux de constater que les résultats que nous avons obtenus sont positifs. Nous nous sommes rendus compte que des gens infectés sont venus spontanément se faire identifier et d'autres malades ont été identifiés grâce aux communautés chrétiennes. C'est vendredi qu'a débuté l'opération d'assignation à domicile des 6 millions d'habitants de la Sierra Leone. Pendant 3 jours, les 30 000 agents mobilisés dans le cadre de cette campagne inédite ont visité 80% des maisons sur l'ensemble du territoire. Malgré la réussite de l'opération, des voix s'élèvent pour exiger la poursuite de la sensibilisation de la population. Nous devons continuer de dire aux gens qu'Ebola est réel, Ebola tue, et qu'ils doivent par conséquent appliquer toutes les mesures protectrices édictées par le ministère de la Santé. Le déni est à l'origine de la progression d'Ebola en Sierra Leone. La Sierra Leone est l'un des pays les plus durement affectés par Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. L'on dénombre aujourd'hui dans le pays au moins 560 morts, soit un peu plus du quart de l'ensemble des victimes enregistrées depuis le déclenchement de l'épidémie dans la sous-région. Direction Washington, la ville a abrité cette année le salon itinérant de l'habitat. Le plan Sénégal émergent a été évoqué à l'ouverture, un cadre qui favorise la relance du secteur immobilier au Sénégal. L'événement a été ouvert par le ministre de l'Habitat et du Renouveau urbain à Washington, Fadel Fall Moussaïan. The White House, la Maison Blanche dans le Washington DC, à quelques encablures, se tient le 12e salon itinérant de l'habitat. Dans un contexte particulier du renouveau de la politique du logement social. Cela dans le cadre du plan Sénégal émergent. En plus de l'enjeu social de réunir les conditions pour que chaque ménage sénégalais puisse se loger, il s'agit maintenant d'un enjeu économique bien identifié. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé d'installer notre pays, le Sénégal, dans la voie de l'émergence par le biais de leviers économiques dont l'habitat en général et l'habitat social en particulier. Dans le plan Sénégal émergent, l'habitat est présent dans 6 secteurs prioritaires, ce qui justifie son importance dans la croissance économique. Dès lors, pour l'État du Sénégal, il s'agira de booster la production annuelle de 4 000 à 15 000 logements. Les Sénégalais de l'extérieur sont pris en compte par ce programme. La BHS sera partout où l'appel de financement des promoteurs publics et privés et le financement des acquéreurs. La BHS, depuis qu'elle existe, n'a jamais rejeté un projet faute de financement. C'est peut-être faute de faisabilité. L'État est en train de modifier sensiblement et positivement l'environnement de la promotion immobilière. Les promoteurs privés à ses côtés. On a toujours préconisé la création des villes satellitaires. Et si le gouvernement et l'État du Sénégal nous suivent dans ce secteur-là en créant les pôles urbains, je pense que les solutions sont en train d'être tournées de toute façon, même au niveau pratique. Une commission d'agrément des promoteurs privés est mise en place, un projet de loi portant création d'un fonds pour l'habitat social créé. Des mesures fiscales viennent faciliter aux émigrés l'accès au logement. Le pôle urbain de Diamniadio a été lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il constitue un laboratoire de la nouvelle politique en matière de planification et d'aménagement urbain. Tous les promoteurs immobiliers privés agréés au programme de logements sociaux du gouvernement, les promoteurs publics et les coopératives d'habitat bénéficieront des mêmes avantages dans le cadre des projets de logements sociaux qu'ils réalisent. Le salon de l'habitat est organisé pour la 5e fois aux États-Unis, pour la 2e fois consécutive après le 11e tenu simultanément à Montréal et à New York. L'association Insertion Handicap offre un important lot de matériel et des bourses. Enfants et parents en situation de handicap saluent le geste, un acte qui devrait les éloigner de la mendicité. Ça est Nico Cicero. Allez, non, je ne suis pas d'accord. Dans mon école, un handicapé, non, je n'accepte pas. Ah oui, mais allez, tu vas rentrer chez toi et puis tu restes. On sketch pour lancer un appel contre toute discrimination des personnes vivant avec un handicap. Elles ont droit à l'éducation. Tel est le sens de ces remises de dons.
Le don est de 250 € par personne, équivalent à 150 000 francs. Donc on a parrainé 7 enfants en plus parce qu'on a eu encore un autre petit don qu'on nous a envoyé entre-temps. Et on a rajouté un autre enfant, ça fait 7 enfants, au-delà de 150 000 francs par enfant et des fournitures scolaires qui ne font pas partie des 150 000. L'initiative humanitaire vise aussi à aider les parents à mieux soutenir leurs enfants vivant avec un handicap, surtout en milieu scolaire. Ça me fait énormément plaisir parce que je ne peux pas mesurer vraiment ce que Ndiémé est en train de faire. Et je remercie vraiment Ndiémé et je l'encourage pour qu'elle puisse continuer à le faire parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vivent en situation de handicap qui en ont besoin aussi. Nous luttons contre la mendicité et la pauvreté de la famille sénégalaise, pas seulement handicapée. L'association Insertion Handicap n'est pas à son coup d'essai. Depuis 2011, elle œuvre pour le bon épanouissement des personnes en situation de handicap. Dans cette lancée, l'association compte aussi apporter un soutien médical à ces personnes. Handball, l'ASFA remporte la finale de la Coupe du Sénégal devant les Saltigués de Rufisque 24-11 chez les messieurs. Chez les dames, les Saltigués trouvent cependant réconfort 26-20 devant le Stade de Mbour. Mansour Sawa. Des scènes de joie dans les rangs des militaires de l'ASFA. Ils viennent de remporter la finale de la Coupe du Sénégal de handball face à la vieille dame. Dès l'entame, les militaires en vert blanc n'ont pas fait dans le détail. Ils ont dominé toute la première période de la rencontre, 13-4 au tableau d'affichage. La deuxième mi-temps sera la copie conforme de la première. Les militaires physiquement mieux lotis, ils maîtrisent leur sujet. Avec une défense hermétique, les hommes du sergent de Cissé ne laissent aucune marge de manœuvre aux joueurs de la GIA. 24-11 au terme du temps réglementaire. Une victoire aux airs de revanche après leur déconvenu face au Dakar University Club en finale de championnat. Les gosses ont bien donné. Ils ont fait ce qu'on leur avait dit de faire. Mouiller le maillot, jouer avec engagement et détermination. Montrer aux gens que vous savez jouer au handball. Et ils l'ont fait. Tout le monde disait que l'ASFA c'est le physique. Mais c'est pas ça. En levée de rideau, les Rufisquoises du Saltigué avaient pris le dessus sur des jeunes du Stade de Mbour, très en vert. 26-20, score suffisant pour le rachat. Donc on n'a rien fait, on a continué nos entraînements, oublié le championnat, on avait comme seul objectif conserver notre titre. Bilan satisfaisant pour la Fédé. Les camarades de Seydou Diouf se réjouissent du bon déroulement du championnat. Quand on regarde les finales du championnat national, où on n'a pas eu les mêmes équipes, ou en tout cas on n'a pas eu les mêmes vainqueurs que pour la Coupe du Sénégal, ça montre que quand même au niveau du handball ça bouge et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui gagnent. Je pense que ça c'est quelque chose de très important et qui montre que vraiment au niveau du handball, un travail est en train d'être fait et c'est un travail qui est vraiment positif. Au cours de cette finale, les lauréats du handball de la saison ont été fêtés. Le titre de meilleur joueur a été décerné à Serigne Kosombake Faye de l'ASFA. Chez les dames, Aïssatou Mané du Stade de Mbour s'est illustré de fort belle manière. Au chapitre des révélations en garçon, c'est Wagan Faye de la Jeanne d'Arc de Dakar qui remporte la palme. Sorne Lansar de la HBV de Sokone a séduit le monde du handball sénégalais. Et puis en pétanque, la 25e édition du mémorial Alfousseni Sané, disputée hier au boulodrome Pape Aaron Diagne, a enregistré la victoire de la doublette Léopold Basse de Mermoz Pétanque et Matali Sall de la Renaissance Pétanque de Saint-Louis. Les Boulis se retrouvent dimanche au Sporting Club de Dakar pour un concours international en doublette à la mêlée coupe du président de la Fédération sénégalaise de sport boule, Gassan Ezudine. Le jet du bouchon sera effectué à 10h30 par le ministre des Sports, Matarba. Le tambour-major sénégalais, honoré par un de ses élèves brésiliens, Doudou Ndiaye Rose, a réceptionné des tambours de la part d'Alexandre Garnizé, célèbre percussionniste brésilien Memounassi. Par ce geste symbolique, l'élève d'il y a 14 ans rend hommage à son maître. Alexandre Garnizé, percussionniste brésilien, a voulu ainsi magnifier l'œuvre du grand tambour-major Doudou Ndiaye Coumba Rose, ce à travers le concept Africano Horizonte, une manière de renforcer la coopération culturelle sénégalo-brésilienne. C'est un projet approuvé par la Funarte
L'idée de ce projet, c'est de venir faire des échanges et de pouvoir amener des instruments, des sabars au Brésil pour le peuple brésilien. Donc voilà, il est venu ici pour un échange. Naturellement, les tambours ont résonné à l'occasion. Le mix entre rythme sénégalais et brésilien a fait bouger le public sous l'œil du grand maître. De manière spontanée, les artistes comédiens de Arcots Dakar, en séance de répétition, se sont joints à la fête. Cette remise de tambour à Doudou Ndiaye Rose, élevée au rang de trésor humain vivant par l'UNESCO, fait suite à l'appel lancé par le maître du Sabar pour la plantation d'1 million d'arbres, une manière de remplacer le bois utilisé pour la fabrication des tam-tams. J'ai demandé à tous les batteurs sénégalais et même de la sous-région de planter un arbre parce qu'il y a des centaines d'années qu'on coupe les arbres, qu'on fabrique des tam-tams, des mortiers, des pilons, mais il faut les remplacer. Il faudrait que nos enfants, nos petits-enfants, tout l'arbre ici. Et maintenant, lorsqu'ils ont vu que je prépare toutes ces choses-là, ils m'ont surpris. Ils sont venus il y a 2 jours pour me dire nous sommes venus avec des cadeaux. Doudou Ndiaye Rose compte mener ce projet sur 5 ans au Sénégal et dans la sous-région. Un prétexte aussi d'exporter un pan de notre culture à travers le rythme. Doudou Ndiaye Rose, un trésor humain vivant. Mesdames, Messieurs, merci de vivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Bonsoir.